It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors, bienvenue à ma présentation sur l'affaire Aurore Gagnon, qui provient évidemment tiré directement de mon livre « L'affaire Aurore Gagnon, le procès de Marianne Hood », sorti en librairie en février 2016. Alors, dans un premier temps, je vous invite, nous allons voir un peu ce qui a popularisé le fait historique, parce que ça part avant tout d'un fait historique et surtout d'un fait judiciaire. Alors, on va faire un petit survol rapide de ce qui a permis, dans le fond, d'immortaliser cette affaire-là. Donc, évidemment, en 1920, tout a commencé là avec le procès de Marianne Hood et de Télesphore Gagnon, c'est-à-dire la belle-mère et le véritable père d'Aurore. Donc avec leur procès qui a fait sensation à l'époque, mais surtout celui de Marianne Hood, parce que c'est elle qui était la principale accusée de meurtre au premier degré, ou si vous préférez avec meurtre avec préméditation. Et tout de suite, ça avait marqué les consciences, tout de suite à partir de 1921, moins d'un an après les événements, il se créait une pièce de théâtre à Montréal qui a fait le tour du Québec, et qui aurait joué apparemment à 6000 fois, donc 6000 représentations, ce qui est assez suffisant pour créer un genre de mythe là, et pour propager, si on veut, une certaine idée de ce qui s'était passé. En 1927-1931, on n'est pas sûr de la date, il y a un roman aussi qui sort, là, qui s'intitulait « La petite martyre ». La légende se poursuit avec un film tourné en 1951, c'est-à-dire le roman qui a inspiré le film d'abord, La petite Aurore, d'Émile Asselin, qui lui jouera le rôle, la même année, jouera le rôle du curé dans le fameux film en noir et blanc de Jean-Yves Bigras. Donc avec ce film-là, ça a vraiment fait éclater le mythe au Québec, et certaines personnes, même plusieurs, en parlent encore, surtout de certaines scènes. En 1952, tout de suite après le film, on retrouve un autre roman, celui de Yves Thériault, qui nous a laissé le assez peu intéressant autre roman aussi, Agaguc. Bon, je ferme la parenthèse tout de suite. On va sauter à 1981, La petite histoire du crime au Québec, qui était un essai. Un chapitre était consacré à Aurore. Ensuite de ça, on en arrive à 1982, Aurore l'enfant martyr, de Alonzo Leblanc, qui lui, dans le fond, a publié son livre pour reconstituer la pièce de théâtre à l'origine.
parce que tous les papiers étaient éparpillés, tout ça. Donc, il a fait son gros possible. Il y avait un chapitre qu'il consacrait un peu à l'historique de l'affaire. Ensuite, en 1986, une pièce de théâtre. Et en 1990, le roman Aurore d'André Mathieu, qui prétendait, lui, raconter toute la vérité dans une brique de minimum 500 pages. En 94 et 95, on retrouve la série, les plus vieux s'en rappelleront certainement, la série Les Grands Procès sur les ondes de TVA, qui reconstituait plusieurs procès là, qui avaient marqué l'histoire du Québec. Donc, un épisode avait été consacré à ce moment-là au procès de Marianne Hood. En 2000, il y a un mémoire de maîtrise sur ça. Et en 2005, on retrouve le deuxième film, qui s'intitule seulement Aurore, le film de Luc Dionne, qui se basait principalement sur le roman de Mathieu. Et je vous pose la question, parmi tous ces ouvrages, ces auteurs, films, romans, pièces de théâtre, combien d'entre eux, d'après vous, ont réellement consulté le dossier judiciaire? Et voici la réponse. Ça peut étonner au bout de 100 ans, mais aucun n'a consulté le dossier. En fait, la réponse qu'il faudrait donner, pour être plus précis, c'est que si quelqu'un parmi eux ont consulté le dossier, ils n'en ont pas tenu compte parce qu'on le voit par les nombreuses erreurs commises. Donc, nous allons voir c'est quoi d'abord le dossier judiciaire et qu'est-ce qu'il faut en retenir. Sur la photo, on me voit ici en train de le consulter justement dans les archives de Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. C'est là, on le retrouve aussi à Québec, mais c'est à Ottawa véritablement qu'il est le plus complet. D'abord, un procès. Faut expliquer qu'un procès, on critique beaucoup le système judiciaire ces dernières années, mais il faut comprendre qu'un procès, c'est une reconstitution de crime avant tout pour essayer de comprendre, essayer de faire sortir la vérité. Donc, il faut s'en tenir. Je critiquerai pas ou je chercherai pas à défendre non plus le système judiciaire, mais du début du procès, c'est-à-dire dès qu'on lit l'acte d'accusation à un accusé, jusqu'au moment de la tombée du verdict, ce processus, faut vraiment le comprendre et le respecter, parce que c'est devant ce processus, c'est ça dans le fond qui va permettre au jury de dresser un portrait ou une conclusion là, à la fin. Et c'est sur ça, justement, qu'ils vont reposer leur conclusion. Dans le procès, il y a toute la question de l'admissibilité de la preuve. Il y a des lois qui régissent tout ça. C'est le juge qui contrôle cet aspect-là dans un procès. Et faut comprendre que c'est pas n'importe quoi qui peut devenir une preuve non plus. Ce n'est pas tous les éléments d'une enquête qui peuvent le devenir. Donc, il y a différents procédés. On va en voir quelques-uns au cours du procès parce qu'on en étudie seulement qu'un. Ça va être suffisant. Et donc, on va comprendre l'importance de l'admissibilité pour savoir c'est quoi une véritable preuve. Comme on le sait aussi, le procès ici est basé sur... notre système judiciaire est basé sur le système britannique, qui est contradictoire. Donc, la défense a le droit de contre-interroger les témoins de la couronne et vice-versa. Donc, ça renforce ce qui peut sortir des témoignages et ça permet, autrement dit, de voir les deux facettes, les deux côtés de la médaille. Et voilà. Et... les témoignages sous serment, évidemment, on s'entend que les témoins peuvent mentir. Ça ne veut pas dire que tout ce qui sort d'un procès, c'est la pure vérité. Mais habituellement, bien souvent, on finit par s'en rendre compte, justement, à cause du système contradictoire. On finit par relever des failles. Mais pour la plupart, en temps normal, les témoignages qui sont sous serment, c'est plus strict. C'est dans un cadre particulier. Qui incite les témoins normalement à dire la vérité ou à devenir très mal dans leur peau confrontés à cette réalité. Donc, ce qui est important dans un dossier judiciaire, c'est de se laisser imprégner des témoignages, justement, parce qu'on peut... les témoignages, certains sont longs, d'autres sont assez courts, ça dépend de ce que la personne...
à quel point la personne a été impliquée dans la cause. Mais il faut vraiment se laisser, pour faire un jugement honnête, il faut vraiment se laisser imprégner de chaque témoignage pour comprendre les personnages. Et souvent, on voit aussi les subtilités, ce qui nous permet aussi de lire entre les lignes. Et le jury, évidemment, qui à l'époque était 12, c'était seulement que des hommes. C'est eux qui sont qui jugent la preuve qui est présentée devant eux dans un prétoire. Donc, il faut, autrement dit, avant de critiquer l'issue d'un procès qui repose sur la décision d'un jury, faut se donner au moins la peine de lire le procès ou de le réviser dans son ensemble, parce que ça devient comme critiquer un livre sans l'avoir lu ou un film sans l'avoir vu, là, parce que la décision, dans le fond, si on critique un verdict, c'est qu'on critique aussi la décision du jury, là. Donc, l'affaire Aurore Gagnon, dans mon livre, c'est justement ce que j'ai voulu faire, c'est de permettre au lecteur de tirer ses propres conclusions. Donc, en donnant la parole au dossier judiciaire, c'est de présenter, au fond, tous les témoignages. Avec, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut résumer certaines choses, mais toute la preuve, je l'ai présentée, tous les détails sont dans le livre. Et il faut comprendre aussi l'importance. Il y a certaines personnes qui ont peut-être plus de difficultés avec ça, mais normalement, faut comprendre l'importance des documents légaux. La chance qu'on a dans les crimes qui se sont développés en procès, c'est que, évidemment, quand on a le dossier judiciaire, parce que certains n'ont pas été conservés, mais dans ce cas-ci, heureusement, il a été conservé. Donc, la chance qu'on a dans une histoire comme ça, c'est qu'on a les transcriptions sténographiques, le mot à mot de ce qui a été dit dans la reconstitution qui est le procès. Donc, c'est beaucoup plus véridique, c'est tangible et c'est légal aussi. Ce n'est pas comme une histoire qui se serait pas rendue, par exemple, durant un procès. Là, il y aurait beaucoup de oui-dire et ça serait plus du tout la même chose. Hein. Donc, la chance qu'on a avec les procès, c'est ça. Et on peut pas reculer, c'est la source idéale. On peut pas reculer plus loin là, que la reconstitution d'un tel crime là, dans nos archives. Là. C'est vraiment une richesse là, pour notre patrimoine judiciaire, si on veut. Là. Et dans certains cas, évidemment, quand on laisse parler le dossier judiciaire, c'est lui qui s'exprime par lui-même. Là, c'est même pas l'opinion de l'auteur à ce moment-là. Ça permet de rectifier certains faits qui ont été tordus avec le temps, que ce soit volontaire ou non. Hein, faut pas nécessairement accuser qui que ce soit. Là. Parfois, certaines personnes écrivent des choses ou racontent des choses en étant convaincus que c'est vrai, mais parfois, même souvent, quand on fait ressortir le dossier judiciaire, on se rend compte de certaines contradictions. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est justement de devenir juré d'un jour. Alors, je vais vous présenter la cause avec les témoins de la couronne, les témoins de la défense, et vous prendrez votre décision à la toute fin. Et évidemment, comme juré, votre devoir, c'est un devoir d'objectivité. Est-ce vraiment nécessaire de vous expliquer qu'est-ce que l'objectivité? Je pense que la majorité d'entre vous sont assez intelligents pour le comprendre. C'est avant tout de faire abstraction de tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant sur Aurore Gagnon. Donc, on essaie de mettre ça de côté et de repartir la machine à zéro, finalement. Et de se donner une chance de voir vraiment ce qui a été dit à l'époque devant le juge. Et tout ça, après ça, vous pourrez rendre un verdict sur ce qui a été entendu vraiment devant vous et selon les preuves qui ont été admises. Alors, ça commence avant tout par l'autopsie. Parce que, comme on le sait, Aurore est décédée le 12 février 1920. Et, à 19h, elle avait 10 ans. Et puis, l'autopsie a été réalisée le lendemain dans une partie de l'église de Sainte-Philomène de Fortierville. Et puis, les premières constatations, il y a 54 plaies
aucune n'était mortelle. Donc, je dois préciser ici tout de suite que le nombre 54 a été déterminé parce qu'il y avait tellement de plaies que le médecin légiste, qui était Albert Marois, ne les a pas comptés tout de suite lors de l'autopsie. Ça lui a été demandé seulement lors du procès de les dénombrer. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il est arrivé avec le chiffre de 54 plaies. Et bon, aucune n'était mortelle, on va retenir ça. La blessure qui vraiment a marqué l'imaginaire, c'est celle concernant la tête. Entre le crâne et le cuir chevelu, le docteur Marois a découvert une quantité de 16 onces de liquide séreux qui est du pus, ce qu'on appelle normalement. Alors, c'est vraiment, étant donné qu'on n'a pas les photos de l'autopsie, ni de la scène de crime, ça marque beaucoup là, l'imaginaire de cette affaire-là. Et donc, évidemment, l'autopsie permet, souvent c'est très technique, c'est peut-être moins intéressant pour la plupart d'entre vous, mais quand même, l'importance de l'autopsie aussi, dans ce cas-ci, c'est justement d'éliminer la possibilité des causes accidentelles ou naturelles, parce que ces arguments-là pourraient servir pour la défense plus tard. Donc, la cause du décès. Le docteur Marois a écrit ceci, c'est-à-dire a déclaré que selon lui, l'empoisonnement général causé soit par septicémie ou autre cause que l'analyse seule des viscères pourra déterminer. L'autopsie démontre d'une façon évidente que la défunte n'a pas reçu les soins que requérait son état. Alors, ça, c'est le médecin pathologiste qui nous raconte ça. Et évidemment, peu de temps après, c'est l'enquête du coroner, le coroner Georges-William Jolicoeur, qui était très connu à son époque, qui a fait d'autres autopsies pas d'autopsies, mais d'autres enquêtes assez célèbres. Il entend comme premier témoin Exilda Lemay, qui, elle, est une voisine immédiate des Gagnon à Fortierville. Elle raconte que le 10 février, elle aurait vu Aurore dans le grenier de ses parents. Et puis, elle témoigne aussi sur... dans le grenier, elle a vu que l'enfant était vraiment dans un état lamentable. Ça, c'était seulement 2 jours avant le décès. Et elle témoigne aussi sur le fait que l'été précédent, en 1919, elle avait entendu les parents parler de l'utilisation d'un manche de hache pour corriger la petite fille. Elle n'a pas été témoin oculaire de l'incident, mais elle a témoigné sur le fait que les parents Gagnon s'en vantaient pratiquement d'avoir utilisé un manche de hache. Si l'image nous paraît un peu, comment je dirais ça, un peu forte, là, d'un manche de hache vis-à-vis d'une enfant de 9-10 ans, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Ensuite, le coroner a entendu Marie-Jeanne Gagnon, 12 ans, qui est la sœur d'Aurore. Mais elle, par contre, elle refuse de blâmer sa belle-mère. Elle ne dit absolument rien. Donc, elle contredit un peu le témoignage de la voisine. Et ensuite, on entend Télésphore Gagnon, le père naturel d'Aurore, qui lui admet, je l'ai marqué entre guillemets parce que ce sont vraiment ses mots à lui, comme ce sera le cas d'ailleurs de tous les prochains témoins. Donc, il admet avoir corrigé sa fille et qu'elle était difficile à élever. Il ne donnera pas d'autres exemples, mais il osera aussi dire, ces jours derniers, l'enfant ne paraissait pas plus mal que d'habitude et se levait encore. Alors, je vous laisse la subtilité de cette phrase, mais retenez quand même ces quelques détails, parce que dans les derniers jours, c'est pratiquement impossible qu'il n'aurait pu se rendre compte là, de l'état de sa fille. Là. Alors, cela nous amène donc à l'accusée, Marianne Hood, la fameuse marâtre, mais on va laisser de côté les termes péjoratifs pour plus tard, si on veut vraiment être objectif. Nous y reviendrons là, sur la fameuse utilisation du mot marâtre, comme on la surnomme encore aujourd'hui. Alors, Marianne Hood, elle est née le 21 avril 1890, à Sainte-Sophie-de-l'Évrard en passant. À 17 ans, elle épouse Napoléon Gagnon, qui était le cousin de Télésphore, son futur deuxième mari. Entre 1907 et 1915, elle a 6 enfants. En 1915, elle devient veuve.
à la mort de Napoléon. On ne sait pas de quelle cause il est décédé. Mais bon, en 1915, elle n'est pas restée longtemps toute seule parce qu'en 1916, elle devient ménagère chez Télésphore, qui lui, à ce moment-là, avait des problèmes avec sa première épouse, Marianne Caron, la mère naturelle d'Aurore. À un moment donné, elle finit par être placée à ce qu'on appelait à l'époque l'asile de Beauport. Et c'est ce qui nous amène justement, le 23 janvier 1918, la mère d'Aurore décède. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que une semaine plus tard, le 1er février, Télésphore épouse Marianne Hood, qui habitait sous son toit depuis déjà 2 ans. Et le 8 juin 1919, ils auraient perdu au moins un enfant entre ces deux dates-là, mais bon, il y a la naissance de Pauline Gagnon qui sera, nous y reviendrons, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça va être la seule Pauline leur seule fille à eux deux, qui va survivre assez longtemps dans l'histoire. Et évidemment, Marianne Hood est accusée du meurtre, avec automatiquement le mot meurtre veut dire avec préméditation, et à l'époque, c'était susceptible de la sentence de pendaison, évidemment. Donc, voilà l'accusation, qu'elle se retrouve au Palais de justice de Québec. C'est là que la cause sera jugée. Et nous voyons ici Maître Arthur Fitzpatrick, qui, lui, se retrouve procureur de la Couronne, principalement. Il était le fils de Charles Fitzpatrick, qui, à l'époque du procès, était lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Et notre procureur de la Couronne était aussi le cousin de Louis-Alexandre Taschereau, qui, comme certains le savent peut-être, s'en souviennent, a été premier ministre du Québec là, quelques semaines seulement après le procès. Donc, il était assez bien entouré, ce maître Fitzpatrick. Et ça nous amène aussi à l'autre côté de la médaille de ce procès, c'est-à-dire la défense. La défense qui était représentée principalement par maître Joseph-Napoléon Franqueur, qui lui est né à Cap-Saint-Ignace en 1880. Il a fait son entrée au barreau en 1904 et est devenu député libéral dans le comté de Lotbinière en 1908. Et le procès s'ouvre devant le juge Louis-Philippe Pelletier, qui lui, sa date de naissance exacte, nous ne l'avons pas, mais il est né à Trois-Pistoles. Et il était juge à ce moment-là depuis 1914. Le début du procès s'ouvre le 13 avril 1920, comme je l'ai dit un peu plus tôt, au Palais de justice de Québec. Alors, le premier témoin au procès que vous allez entendre, c'est le docteur Marois, que l'on voit ici. La seule photo que j'ai pu trouver de lui, d'ailleurs. Et le docteur Albert Marois commence son témoignage, interrogé par la Couronne, évidemment. Il décrit la victime. La victime, pour lui, mesurait 4 pieds et 6 pouces. Des petits détails, mais quand même, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet tranquillement. Le corps de Aurore était émacié, donc très maigre. La peau du crâne était décollée, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, la fameuse blessure qui a tant marqué. Mais il y en avait d'autres aussi, évidemment. Il a remarqué des ecchymoses aux paupières. Le sourcil droit, il y avait une blessure d'une longueur de 2 pouces. Il y avait aussi de multiples blessures aux bras et aux jambes. Ensuite, son témoignage se poursuit avec d'autres blessures aux pieds et aux mains qui, elles, avaient affecté la peau jusqu'au niveau des os. Et ce qui a permis d'ailleurs au docteur Marois de dire que la victime, la petite victime, avait été ligotée soit souvent ou longtemps. Il y avait aussi sur certaines plaies un début de gangrène. Et ça, il faut spécifier. Les blessures superficielles, c'est qu'en réalité, on a vu tout à l'heure qu'aucune blessure n'était mortelle,
quand il parle qu'il parle de superficiel, c'est qu'aucune n'était profonde en réalité. Donc, les plaies qui rejoignaient les os aux mains, on sait que les mains et les pieds, la peau est très très près des os. Donc, c'est ça qu'il a voulu dire lors du procès, que les blessures étaient superficielles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas graves pour autant, là. C'est pas ce qu'il faut retenir de ça. Et aussi, fait important qui va prendre toute son importance plus tard au cours d'un autre témoignage, c'est qu'il a remarqué la muqueuse de l'estomac irritée. Alors, pendant le procès, voici ce que le docteur Marois déclare à propos de la cause du décès. Et la cause de la mort a été l'épuisement par suite de nombreuses blessures et de l'infection que ces blessures ont produites. Cela a entraîné une espèce d'épuisement, d'affaiblissement général, sans qu'il n'y ait, dans chacune des blessures, une blessure directement mortelle. Évidemment, la blessure du côté du crâne était certainement la plus grave de celles que j'ai constatées. Mais par elle-même, avec un traitement convenable, le résultat n'aurait peut-être pas été fatal. Alors, ce qu'il dit, c'est que, avec certains soins, on aurait pu la sauver. Et maintenant, en contre-interrogatoire, parce que comme on le sait, la défense a le droit de contre-interroger les témoins, ce qui est tout à fait dans le droit de l'accusé, parce qu'elle est considérée, malgré ce qu'on en sait aujourd'hui, comme je vous ai dit, il faut mettre de côté nos idées préconçues, elle est considérée innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc, en contre-interrogatoire, le docteur Marois doit admettre qu'il a retrouvé des matières fécales dans les intestins. Et par là, la défense cherche à démontrer que Aurore, justement, se nourrissait, donc elle n'était pas privée complètement de nourriture. Ensuite, la défense réussit à faire remarquer une contradiction chez le docteur Marois parce que il dit avoir ouvert l'intestin pour l'examiner et tout de suite après, dans quelques minutes à peine après, il dit, c'est-à-dire il dit ne pas l'avoir ouvert et ensuite il dit l'avoir ouvert. Donc, il a permis certaines contradictions. Et il affirme aussi, il doit admettre qu'il n'y a eu aucune analyse de l'urine parce que celle-ci a été échappée par terre lors de l'autopsie. Alors, ce qui amène la défense, Maître Franqueur a posé la question au docteur à savoir si son autopsie a été réellement complète. Et c'est là qu'il réussit à lui faire admettre qu'il n'a pas examiné la moelle épinière. Donc, voici un extrait là, des échanges entre Maître Franqueur qui demandait aux témoins « Votre autopsie, en n'ayant pas examiné la moelle épinière, est donc incomplète ?» Et le docteur Marois répond « C'est bien possible qu'elle ait pu être un peu incomplète, mais dans ce cas-ci, je suis positif qu'il n'y avait pas de conséquences, parce que les lésions extérieures n'ont aucun rapport avec les centres nerveux. » Alors, le maître Franqueur qui lui demande encore, est-ce que l'examen de la moelle épinière n'est pas un examen essentiel pour constater si l'enfant n'est pas morte de maladie provenant de lésions de la moelle épinière? Et le docteur Marois de répondre, il n'y a aucune manifestation extérieure de cette maladie-là. Par conséquent, l'enfant n'est pas morte de maladie de la moelle épinière. Elle est morte des suites des blessures, des coups qu'elle a reçus. Voulez-vous répondre à ma question? Insiste maître Franqueur. Oui, je dis que ce n'est pas ça. Donc, on voit un peu le ton qui a été adopté lors du contre-interrogatoire, et là, ce n'est seulement qu'un extrait, mais Maître Franqueur ne l'a talonné beaucoup. Donc, il voulait absolument détruire la crédibilité du docteur Marois. Évidemment, je vous laisse apprécier le fait, à savoir s'il a réussi ou non, car c'est vous qui allez être les juges à la fin de tout ça. Et on apprend aussi en contre-interrogatoire que le 16 septembre 1919, donc quelques mois avant le décès, Aurore a été admise à l'Hôtel-Dieu pour une blessure au pied gauche. Et l'hospitalisation a duré 1 mois. Elle a eu son congé le 17 octobre avec une guérison. Certains témoins feront remarquer plus tard que c'était quand même une blessure sérieuse parce que pour nécessiter une hospitalisation d'1 mois pour une blessure à un pied, alors, je vous laisse imaginer le reste. Et on apprend aussi que l'accusé, évidemment, c'est ce que voulait faire ressortir la défense, que l'accusé ne s'est pas opposé à cette hospitalisation. Donc,
en quelque sorte, voulait laisser entendre qu'elle prenait soin de Aurore. Ensuite, le témoin suivant, Lauréat Couture, qui est un policier de 32 ans. Lui, l'importance qu'il amène dans le procès, c'est que c'est lui qui est allé récupérer le cadavre de la fillette dans la maison des parents. Donc, il a vu un autre aspect du dossier, si on veut dire. Donc, lui, il a pris le cadavre dans une petite chambre étroite qu'il décrit 12 pieds par 15 pieds. Et il a remarqué aussi que les pieds et la tête de l'enfant étaient enveloppés. Est-ce que c'était pour masquer certaines blessures? Je vous laisse mettre des faits. Et le 14 février, il raconte aussi la double arrestation qu'il a fait des parents Gagnon à l'hôtel de Mers de Fortierville. Dans le grenier, évidemment, où semblait avoir vécu principalement Aurore, le policier Couture dira qu'il avait trouvé les lieux très malpropres, qu'il y avait une paillasse. Donc, ça laissait sous-entendre qu'Aurore dormait sur une simple paillasse et non dans un lit, et qu'il y avait du sang sur le plancher et les murs. Ensuite, le prénom de ce médecin peut faire sourire, mais c'est réellement le cas. C'est la seule fois d'ailleurs que j'ai vu ça jusqu'à maintenant dans l'histoire. Le docteur Andronique Lafont, qui lui, on l'apprendra plus tard dans le procès, mais était le médecin de famille de Marianne Hood. Et lui, le 12 février, c'est-à-dire la journée même du décès d'Aurore Gagnon, lui, il a été appelé justement par Marianne Hood, par téléphone. Il est arrivé à la maison à 13 heures seulement pour constater qu'Aurore était dans le coma et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ensuite, on le fait témoigner, la couronne le questionne sur l'été 1919, un moment auquel il avait fait une visite, justement par rapport à la blessure au pied gauche. Et à ce moment-là, Marianne Hood avait dit que cette blessure avait été occasionnée par un petit voisin, un dénommé Bédard. Le docteur Lafont lui a ensuite suggéré de faire des pansements humides pour le pied d'Aurore. Et puis, en septembre 1919, lors de sa visite suivante, il s'est aperçu que les pansements n'avaient pas été faits ou avaient été mal faits. Le docteur Lafont admet aussi avoir été contacté par les parents par téléphone. Et ce qui nous apprend, évidemment, que en 1920, les Gagnons étaient assez à l'aise financièrement pour se payer le téléphone. Je n'ai pas les chiffres de 1920, mais c'est pour ça ici que j'ai mis 1928. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard que la compagnie Bell annonçait qu'il y avait 100 000 téléphones dans la province. Donc, on peut s'imaginer qu'il y en avait un peu moins là, en 1920, 8 ans auparavant, mais ça nous indique quand même que c'est un autre aspect là, que les Gagnons bénéficiaient du téléphone. Ça paraît anodin, mais les films et les auteurs par la suite n'ont jamais fait mention du téléphone. Et la défense s'en est servie parce que, dans le fond, Marianne Hood, c'est elle qui a téléphoné la journée du décès pour alerter les gens. Ce n'est pas le juge de paix ou quoi que ce soit qui a découvert la scène, mais c'est bien elle qui a téléphoné. Peut-être qu'elle a téléphoné, je vous laisse en juger, peut-être qu'elle a téléphoné parce qu'elle n'avait plus le choix, justement, rendu là, mais bon, ce sont les faits. Ensuite, le docteur Lafont, c'est ça, il admet que c'est Marianne Hood qui lui a téléphoné. Et on apprend aussi par son témoignage certains traits physiques d'Aurore. Elle avait donc les cheveux noirs et courts au moment de son décès. Parce que les descriptions physiques, quand on en a, on saute dessus, comme on dit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il existerait une seule photo d'Aurore que nous allons voir à la toute fin d'ailleurs. Exilda Auger, donc celle que nous avons vue lors de l'enquête du coroner, une femme de 50 ans qui était la voisine des Gagnons, était l'épouse de Arcadius Lemay. Alors, au moment de témoigner, elle est interrogée par la couronne. Elle témoigne encore une fois sur le fait que les parents lui avaient parlé de l'utilisation du manche de hache en 1919. Et là, elle apporte
plusieurs autres détails, évidemment, parce qu'un procès est toujours plus élaboré qu'une enquête de coroner. Donc, elle parle d'un incident où elle avait discuté, qu'elle avait suggéré à Marianne Hood de mettre Aurore dans un couvent, parce qu'elle se plaignait tout le temps du fait que Aurore était difficile à élever. Mais Hood avait répondu à ce moment-là que c'était trop cher pour le couvent. Et bon, elle se plaignait tout le temps là, que les enfants étaient désobéissants, tout ça. Elle revenait souvent sur cette question-là. Ensuite, en contre-interrogatoire, Maître Franqueur avait fait remarquer un point intéressant. Il dit à Madame Auger, « Sur le train, en venant rendre témoignage ici, n'avez-vous pas dit que c'était une garce et qu'elle devait être pendue? » Évidemment, Madame Auger se défend en disant « Non, j'ai pas dit ça, jamais, jamais. J'ai pas dit que c'était une garce, qu'elle devait être pendue. J'ai dit qu'elle devait être jugée suivant ce qu'elle méritait. » Alors, je vous laisse juger de ça, mais quand même, je pense que Maître Franqueur avait marqué un point cette fois-là en faisant ressortir le fait que Madame Auger était un peu commère à ses heures et qu'elle profitait peut-être de son petit 15 minutes de gloire, là, le fait d'être témoin au procès. Et ensuite, en parlant encore des sévices, Maître Franqueur l'interroge à savoir, est-ce que Marie-Jeanne aussi était victime des sévices? Et Madame Auger qui répond, Marie-Jeanne, elle, il pouvait la battre. Elle a dit, en parlant de Madame Hood, elle prend les champs, elle se sauve, il faut courir après. Aurore se sauve pas, elle, on peut la battre. Alors, c'est ça, je n'irai pas plus loin là-dessus, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre les détails. Et Maître Franqueur aussi marque un autre point, c'est qu'il fait sortir le passé criminel d'Exilda. C'est que tout témoin dans un procès s'expose évidemment à toutes sortes de questions et même à voir ressurgir son passé criminel. Donc, on apprend que Exilda avait déjà été reconnue coupable pour vente illégale d'alcool. Et, bon, je vous pose la question parce que c'est vous les jurés. Est-ce que cela affecte la qualité de son témoignage? Ah, on va sauter maintenant à un autre témoin, Marguerite Leboeuf, 15 ans, et qui était la nièce de l'accusé, justement, Marianne Hood, ou plutôt de Télésphore Gagnon. Bon, Marguerite, ce qui arrive avec elle, c'est qu'elle nous plonge vraiment dans une autre étape du procès, parce qu'elle est le premier témoin oculaire des sévices que Aurore a subi. Donc, elle témoigne, elle a vu de ses yeux Marianne Hood lui dire carrément « Je vais te montrer comment elle lave bien la vaisselle quand je la bats. » Donc, c'est assez explicite. Et puis, Marguerite, à un moment donné, a été témoin des sévices qu'Aurore a subis et elle a été tellement affectée qu'elle s'est réfugiée derrière la maison, justement, entre guillemets, ici, ce sont ses paroles, parce que j'avais peur. Donc, on peut imaginer qu'une petite fille de 15 ans, quand même, qui s'en va tranquillement vers l'âge adulte, pour avoir peur à ce point-là, elle a dû certainement connaître un climat de terreur dans cette maison. Et c'est elle aussi qui amène le premier véritable sévice décrit là, que l'on connaîtra aussi par le cinéma plus tard, le fameux fer à friser. Alors, c'est vrai, cette scène est vraiment vraie, sauf qu'au cinéma, ce qu'on a oublié, c'est on a oublié le personnage de Marguerite Leboeuf, parce que ça prend un témoin pour rapporter la scène. Et mais c'est vrai, Aurore avait les cheveux très courts et Marianne Hood insistait pour lui friser quand même les cheveux, allant jusqu'à lui brûler les cheveux et le cuir chevelu. Ensuite, évidemment, Marguerite Leboeuf a droit aussi au contre-interrogatoire de Maître Franqueur, qui défend Marianne Hood. Bon, lui, ce qu'il fait remarquer, c'est que en 1919, Marguerite aurait été un peu envoyée par son père, justement pour ouvrir l'œil sur ce qui se passait dans la maison des Gagnon, parce que, bon, il y avait déjà des rumeurs à cette époque-là. Mais les rumeurs proviennent des Leboeuf. On ne sait pas, on reviendra sur la question plus tard, savoir si le village de Fortierville était au courant, tout ça.
Mais vraiment, là, ça concerne, j'insiste là-dessus, ça concerne seulement Marguerite Leboeuf et son père. Donc, elle témoigne aussi, malgré le fait que c'est la défense qui l'interroge à ce moment-là, on constatera aussi peut-être que Maître Franqueur n'était pas tout à fait habilité à défendre une cause aussi grave, parce que, bon, avec les questions qu'il pose, il permet de faire ressortir des faits qui vont nuire à sa cliente, comme c'est le cas ici avec Georges et Georges-Étienne. Marguerite a été témoin du fait que les deux garçons ont battu Aurore aussi. Là, il l'attachait, il la fouettait comme un cheval, comme pour jouer, si on veut, à faire le cheval, mais il la frappait réellement. Et pendant ce temps-là, Marianne Hood riait, elle s'amusait, trouvait ça bien, bien drôle. Et je veux juste ici attirer votre attention que Georges, le petit Georges, que nous allons voir comme témoin aussi bientôt, était le fils de Marianne Hood, alors que Georges-Étienne était le frère propre d'Aurore et de Marie-Jeanne, évidemment. Et puis, bon, cette phrase-là, je vous la laisse pour vous-même. C'est Marianne Hood qui l'aurait lancée là, de façon assez vulgaire à Marguerite Leboeuf durant les quelques jours qu'elle a passés chez les Gagnon en 1919. Ensuite, autre témoin, Rosanna Gagnon, la demi-sœur de Télésphore, qui, elle, rend visite à son demi-frère le 16 janvier 1920. Et à ce moment-là, elle remarque qu'Aurore a les yeux noirs et le visage tuméfié. Elle rapporte aussi les paroles de Marianne Hood, à savoir, en parlant d'Aurore, « Qu'elle crève, j'en mourrai pas de peine », assez explicite aussi. En contre-interrogatoire, bon, il est question, la défense va essayer de démontrer que Aurore était salope et impure. J'irai pas plus loin. Et démontre aussi, c'est-à-dire que la défense réussit à faire admettre à Rosanna qu'elle n'approuvait pas le mariage de son demi-frère avec Marianne Hood. Et puis, principalement aussi, c'est peut-être justement une bonne raison, parce que Marianne Hood lui avait confié, avant de marier son demi-frère, qu'elle n'aimait pas du tout les enfants. Et si ça peut ébranler la qualité du témoignage, la défense réussit à lui faire dire aussi que bon, elle n'a pas aimé ça parce que son demi-frère s'était marié en cachette. Albertine Gagnon, l'épouse de Tibé Badeau, un autre personnage que nous verrons plus ou moins, mais l'important c'est Albertine ici, dont nous voyons la pierre tombale dans le cimetière de Fortierville. Elle témoigne sur le fait que elle a rendu visite, c'est-à-dire elle a reçu la visite de l'accusé le 10 février. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Hood lui a dit qu'elle n'avait pas amené Aurore parce qu'elle elle avait des plaies. Probablement en laissant entendre que c'était de la maladie. Au moment d'être chez Albertine, Marianne Hood passe un coup de fil, mais en raison des lois sur la preuve, on considère que c'est du oui-dire, parce que Albertine n'a pas entendu elle-même la conversation. Celle qui a entendu la conversation, c'est la fille d'Albertine qui était alitée à ce moment-là pour maladie, mais elle était encore trop malade pour venir témoigner au procès. Donc, étant donné qu'Albertine n'avait pas entendu cette conversation elle-même, c'est considéré comme du oui-dire, et donc ce n'est pas admissible en preuve. Là, vous allez vous dire certainement, c'est malheureux, nous n'apprendrons jamais ce que Marianne Hood a dit au téléphone, et à qui surtout elle parlait, mais on aura une petite surprise un peu plus tard à ce propos-là. Donc, elle décrit aussi, Albertine permet de décrire Aurore comme grosse et rougeaude. Voilà, c'est une autre petite description assez sommaire de ce qu'était Aurore. Et nous en arrivons finalement au témoignage de Marie-Jeanne Gagnon, la sœur d'Aurore, qui avait 12 ans. Son témoignage, évidemment, je ne vous cacherai pas qu'il était très attendu. D'autant plus que c'était pratiquement le roulement de tambour. À l'enquête du coroner, elle avait complètement nié que sa belle-mère
était une pas fine, finalement, donc elle l'avait protégée. Alors, qu'est-ce que Marie-Jeanne nous réservait au procès? Allait-elle encore la défendre ou simplement dire la vérité? Alors, les blessures, elle commence par parler la fameuse blessure au pied de 1919 qui avait été attribuée à un petit bédard. Marie-Jeanne révèle cette fois-ci que c'est Marianne Hood. Donc, premier revers, elle semble vouloir dire la vérité en l'accusant. Elle continue en disant que Marianne Hood la battait presque tous les jours. Donc ici, entre parenthèses, là, ses propres paroles, maman voulait pas lui donner le pot. Et ce qui a fait en sorte que Aurore déféquait pratiquement dans la maison partout. Elle l'attachait aussi à la table et la brûlait avec le tisonnier. Elle la bâillonnait aussi avec une courroie de cuir. Je vous laisse imaginer le reste. Marie-Jeanne explique aussi qu'en parlant de l'accusé, elle nous faisait regarder par le châssis pour voir s'il ne venait pas quelqu'un. Ça, c'était au moment de brûler Aurore avec le tisonnier. Elle arrêtait de la brûler rien que quand ça se sentait la peau brûlée dans la maison. Encore les paroles de Marie-Jeanne. Elle, en parlant d'Aurore, a eu un lit rien que 2 jours avant sa mort. Donc, on revient tout à l'heure avec la fameuse paillasse. Donc, les conditions étaient horribles jusque durant la nuit. Et elle ne bénéficiait évidemment d'aucune couverture pour dormir. Marie-Jeanne, son témoignage permet aussi de confirmer la fameuse loi du silence qui régnait dans cette maison. Parce que Hood leur promettait de les battre si les enfants parlaient de ce qui se passait réellement. Et Marie-Jeanne aussi a été battue, quoique moins battue qu'Aurore, évidemment. Marie-Jeanne aussi n'y a pas échappé. Comme d'autres enfants, on laisse entendre à un moment donné aussi que les autres enfants avaient été battus, mais bon, ce n'est pas la raison du procès. On se concentre sur les sévices infligés à la victime, qui est Aurore dans ce cas-ci. Et Marie-Jeanne explique qu'au matin du 12 février, c'est-à-dire le matin du décès, Hood a dit « Elle ne restera pas couchée toute la journée, cette vache-là. » Donc, encore une fois, on voit le manque de respect que l'accusé avait envers sa victime. Aurore était faible et elle tombait contre le poêle en descendant. Ça, c'était encore le matin du 12 février. C'est ce que Marie-Jeanne a vu de ses propres yeux. Et elle confirme que Hood, tout de suite après, elle l'a frappé encore à 3 reprises avec un manche de fourche ou un bâton, si vous préférez. Donc ça, je vous rappelle que c'était la dernière journée. Aurore est tombée dans le coma peu de temps après, donc elle battait vraiment une enfant qui était à terre, qui était plus capable même plus de se défendre ni de parler, là. Et ensuite, ce qui va arriver, ce qu'on va apprendre un petit peu plus tard, c'est que Hood a lavé Aurore immédiatement après, mais que c'était probablement pour masquer certaines traces de sang, là, après lui avoir probablement asséné ces 3 coups de bâton, là. Et là, nous revenons sur le fameux oui-dire tantôt chez Albertine. C'est qu'en fait, en faisant témoigner Marie-Jeanne, on apprend que c'est elle qui était à l'autre bout du fil avec Marianne Hood. Donc, à ce moment-là, la conversation ne devient plus du oui-dire, parce qu'il faut expliquer que le oui-dire, c'est tout ce qui est dit en dehors de la présence de l'accusé. Parce que si, autrement dit, l'accusé ne peut pas se défendre contre des paroles qui ont été dites en dehors de sa présence, ce serait ridicule. Et ça, c'est dans la common law depuis des siècles dans le droit britannique. Donc, mais en faisant témoigner Marie-Jeanne qui a participé à la conversation, enfin, on va pouvoir savoir ce qui a été dit au téléphone. Et ce qui a été dit, c'est que dans un premier temps, Marianne Hood, c'est-à-dire Aurore, demandait à Marianne Hood de revenir à la maison, probablement parce qu'elle ne se sentait pas bien. On ne saura pas la raison, par contre, là. Je ne veux pas m'avancer trop non plus. Mais durant cette conversation, Marianne Hood a dit, elle s'en foutait vraiment, qu'elle crève, ça fera un bon débarras.
Donc, encore parole incriminante pour l'accusé. Et Marianne Hood a tenté on réussit à mettre en preuve aussi qu'elle avait vraiment tout fait pour que Marie-Jeanne ne dise rien devant le juge. Donc, encore la loi du silence. Et c'est à ce moment-là qu'on dépose une lettre, la fameuse lettre qui prouve cette manipulation. Mais selon les transcriptions du procès, on n'en fait pas lecture immédiatement. C'est seulement lors des directives du juge qu'on verra ça en détail. Et bon, Marie-Jeanne revient sur le fait qu'Aurore déféquait par terre, puis Marianne Hood s'en servait pour souiller les vêtements de Télesphore et faire passer ça sur son dos. Donc à ce moment-là, Télesphore, qui lui se posait pas trop de questions apparemment, embarquait dans le jeu et battait lui aussi sa fille. En contre-interrogatoire, évidemment, Maître Franqueur est assez peu subtil. L'attaque tout de suite sur le fait qu'elle avait nié les sévices devant le coroner. Mais étant donné que vous êtes les jurés, je vous laisse à vous de décider si cela enlève de la crédibilité au témoignage de Marie-Jeanne ou non. Justement, avec l'empressement que Maître Franqueur a à son endroit, Marie-Jeanne éclatera en sanglots à 3 reprises. Ce qui est vraiment marqué d'ailleurs dans les transcriptions sténographiques. Sous les questions de Maître Franqueur, elle nie avoir elle-même brûlé Aurore avec un tisonnier. On verra plus tard qu'elle sera contredite sur ce point. Elle a fait plusieurs fugues. On parle ici de Marie-Jeanne. Et elle a remarqué aussi une plaque de cheveux arrachée à l'arrière de la tête de sa sœur. C'est un détail qui n'a pas été remarqué du tout par les docteurs Marois et Lafont qui ont fait pourtant l'autopsie. Donc, ça reste un mystère. J'imagine que je vois pas de raison pour laquelle Marie-Jeanne aurait menti là-dessus. C'est probablement un détail que les docteurs, justement, n'avaient pas constaté, là. Il y avait probablement trop de choses à voir à ce moment-là lors de l'autopsie. On en arrive à Yvonne Saint-Onge qui, elle, était institutrice. Là, nous sommes au 16 avril 1920, le procès. Et Yvonne Saint-Onge était institutrice à l'école du rang numéro 7 à Fortierville. Elle a eu Aurore comme élève en mai 1919. Et elle témoigne son point fort, parce que son témoignage est assez court. C'est qu'elle témoigne sur le fait que c'était une enfant très tranquille, très sage, obéissante. Elle était très intelligente. Donc, ça amène un aspect un peu plus humain à Aurore, parce que avec tout ce qu'on entendait depuis le début du procès, on commençait même à se demander si Aurore n'était pas un peu simplette ou... mais ça amène un peu de personnalité à cet enfant-là, qui malheureusement, on ne la connaîtra pas non plus à 100%. C'est pas le but du procès non plus. Nous en arrivons ensuite au témoignage d'un autre enfant, mais cette fois, c'est Georges Gagnon, le fils de l'accusé. Et lui, tout de suite, il corrobore la torture au tisonnier. Il l'a vu de ses propres yeux. Le 12 février, lui, il sera le seul, par contre, à dire qu'Aurore, contrairement à Marie-Jeanne, qu'Aurore est tombée en bas de l'escalier. Marie-Jeanne disait le contraire, c'est que Aurore avait descendu l'escalier faiblement pour ensuite tomber contre le poêle. Mais lui, il disait qu'elle avait vraiment déboulé l'escalier, comme d'ailleurs la scène de droite ici, là, qui a été reprise dans le film de 51. Et selon lui, c'est sûr c'est un garçon de 9 ans, mais selon lui, Aurore ne mangeait pas et ne buvait pas. On ne sait pas depuis combien de temps, parce que là, on s'imagine que ça faisait pas quand même des mois qu'elle jeûnait. Là. Elle devait quand même manger un peu, et d'autant plus qu'on a vu à l'autopsie qu'on avait retrouvé des matières fécales tout à l'heure, donc elle devait manger quand même un peu. Et selon lui, Georges, c'est ce qui amène l'importance à ce que le docteur Marois avait remarqué au début à propos de l'estomac. L'irritation de la muqueuse de l'estomac, c'est que lui, il confirme que l'accusé aurait empoisonné Aurore en lui faisant boire du lessie, ce qui est tiré du terme de lessive. C'est un acide caustique tout simplement qui était utilisé pour laver les planchers.
Bon, selon le Georges, le petit Georges encore, Hood lui mettait les deux mains sur le poêle pour les faire rôtir. Il sera aussi le seul à affirmer cette fameuse scène qui sera évidemment reprise, c'est-à-dire dans le film et aussi dans la pièce de théâtre, durant plusieurs années. Et Gérard, à son tour, est malmené par Maître Franqueur. Je vous passe les détails, mais il ne l'a pas ménagé, disons. Ensuite, l'autre, le frère de Georges, l'autre fils de l'accusé, Gérard, qui lui avait 11 ans, la cour doit se déplacer à l'hôpital Saint-Louis-de-France, rue Saint-Jean à Québec, parce que Gérard est alité, apparemment une grosse grippe. Bon, l'appel l'a dit, c'est pas ça qui est important. Donc, dès le début, il sanglote en voyant sa mère, tout ça, tout le contexte. Là, on s'imagine que, bon, c'est pas facile non plus là, pour les enfants. Bon, lui, il témoigne, il permet d'apporter d'autres détails. Le fait que, par exemple, Aurore sortait dehors en hiver pieds nus, ce qui n'aidait pas à sa santé, évidemment. Il corrobore la torture au tisonnier, qui a été amenée par Marie-Jeanne et aussi par le petit Georges. Et la dernière nuit d'Aurore, elle l'aurait passée sur le plancher, selon Gérard. Et puis lui aussi, évidemment, comme on vient de le voir, là, Aurore, selon lui, n'est pas tombée dans l'escalier. Donc Georges est vraiment le seul à affirmer ce détail. Au matin du 12 février, il confirme aussi que sa mère a lavé Aurore, mais avec une brosse à plancher, ce qui est très, très, très délicat, évidemment. À 11 heures, Aurore plonge dans un délire ou un coma. Là, elle a perdu la carte à ce moment-là. Selon Gérard, Aurore mangeait aussi à part des autres. Ce qui ressort, ce qui peut étonner, ce qu'on n'a pas vu de tous les auteurs, les romans et tout ça, c'est vraiment Gérard, lui, dévoile le fait que Aurore et Marie-Jeanne, les deux sœurs, étaient en conflit. Et apparemment assez gravement. Bon, Aurore aurait aussi mangé des beurrés de lessie. C'est son propre terme. Sa mère, sa mère aurait trempé du pain dans la lessie, l'acide caustique qu'on a vu tout à l'heure. Et bon, ça c'est une phrase qui est assez marquante aussi que Marianne Hood aurait lancée en disant « Aurore, viens que je te donne du candy, Aurore. » Ça c'est au moment d'essayer de lui faire manger la beurrée de lessie. Et bon, c'est là qu'on réussit à établir la relation avec l'estomac irrité. Parce qu'au début, le docteur Marois avait constaté cette irritation, mais il ne pouvait pas prouver qu'elle avait bu du poison. Donc, il avait juste constaté ça. Et avec le témoignage de Gérard et des autres enfants, là, on arrive à faire un lien. Et ça, autrement dit, ça augmente là, les accusations contre Marianne Hood. Et voilà, ça c'est la photo tirée du film de 51 avec la fameuse barre de savon. Ce qui n'est pas vrai. La variante qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas du pain de savon qu'elle lui a fait manger, mais bien de la lessie liquide. Et bon. Et nous revenons ensuite sur la nouveauté que Gérard a dévoilée, le fait que Marie-Jeanne était en conflit avec sa sœur, c'est qu'elle la jetait souvent hors du lit. Et elle battait aussi Aurore avec des éclats. Des éclats qui étaient, dans le fond, un bout de bois. Là. Et elle détestait Aurore. Et évidemment, Marie-Jeanne s'en était pas vantée durant son témoignage. Et c'est peut-être pour ça qu'elle pleurait, d'ailleurs, lors du contre-interrogatoire. Et plus surprenant encore, on apprend que Marie-Jeanne aurait elle-même brûlé Aurore avec le tisonnier. Mais ce qu'il faut apporter comme nuance, c'est qu'elle l'aurait fait sous l'instigation de Marianne Hood. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à comprendre une certaine dynamique qui régnait dans cette maison de fous, là, tout simplement. Et encore une fois, bon, il confirme là aussi qu'Aurore déféquait un peu partout dans la maison. On en arrive à Auréus Mayotte, un autre nom assez original. Lui, c'était le juge de paix de Fortierville. Il sera personnifié d'ailleurs dans le film de 2005 par l'acteur Rémi Girard, pour ceux et celles qui s'en souviennent. Lui, malheureusement, lui, il avait l'air d'en savoir beaucoup, mais
Dès son apparition, presque immédiatement, une objection de la défense va bloquer carrément son témoignage, parce que lui, il arrivait avec une plainte reçue d'Adjuteur Gagnon, qui en passant n'avait aucun lien de parenté avec les fameux Gagnon. C'est une plainte qu'il avait reçue le 9 février, plainte à propos de ce qui se passait dans cette maison-là. Mais bon, il a été bloqué par cette objection qui l'empêche carrément de parler des détails de cette plainte. Donc, on fait comme si nous étions au procès. On en restera là sur l'explication de cette plainte. On en arrive, bon, le procès commence à pas se terminer, mais quand même à se diriger vers sa fin tranquillement. Les derniers témoins de la couronne ont fait venir le mari de Madame Auger, là, d'Exilda, qui lui, bon, corrobore principalement le témoignage de sa femme. Adjuteur Gagnon, bon, ben, c'est lui qui a déposé la plainte, mais une objection l'empêche de parler des détails. C'est la fin de la preuve de la couronne. C'est comme ça que se termine la présentation de la preuve contre Marianne Hood. Et c'est à ce moment-là aussi changement total d'orientation. La défense déclare qu'elle plaidera l'aliénation mentale. Et voilà. C'est maintenant nous aurons affaire à un débat d'experts. Et comme on comprend, en plaidant la folie, automatiquement, l'acquittement n'est plus possible parce que dans un sens, en plaidant la folie, on admet qu'elle a fait les faits, qu'elle a commis les sévices et tout ce qui a été décrit par les enfants. Donc, à ce moment-là, c'est très important de le spécifier parce que beaucoup d'auteurs, par la suite, ont critiqué le juge Pelletier sur le fait qu'il aurait apparemment livré des directives accablante au jury et tout ça, puis bon, qui aurait frappé sur la tête de l'accusé assez fortement, là, de façon imagée, je parle. Mais étant donné que l'acquittement n'était plus possible, on comprend un peu plus le ton dans les directives du juge, la façon qu'il avait de parler comme si elle était déjà coupable, parce qu'à quelque part, l'acquittement est impossible. Mais on reviendra là-dessus sur les différents verdicts possibles là, vers la fin. Donc, la jurisprudence en aliénation mentale, je me suis pas... je vous ferai pas une présentation là-dessus hyper détaillée pour pas qu'on s'éloigne trop non plus, mais un petit survol en 1890, un Américain, malgré son nom de Dubois, était un Américain. Et lui, bon, il avait essayé de plaider la folie. Et en passant, le docteur Marois aussi avait travaillé comme médecin légiste dans cette affaire-là. Et Dubois, avec son avocat, a plaidé la folie parce que, entre autres, à cause de la gravité de son crime, il avait tué sa femme, sa belle-mère et ses 2 enfants à coups de hache. Mais bon, ça n'a pas été accepté et le jury l'a condamné et il a été pendu. En 1895, 5 ans plus tard, c'est Valentine Shorty qui, lui, dans la région de Valleyfield, a tué 2 personnes à coups de revolver. Et puis, dans une ancienne usine, d'ailleurs, où il avait travaillé. Et il a plaidé la folie, lui aussi, pendant le procès. À la différence que, bon, il a été condamné, pareil, à être pendu. Mais c'est juste à quelques jours près, je crois, de son exécution qu'un mouvement a réussi à faire renverser la vapeur. Et c'est là qu'il a été déclaré fou. Et il a passé le reste de ses jours pratiquement en prison par la suite. Donc, pour faire une histoire courte, l'affaire Shorty, ça a été un cas de jurisprudence au Québec parce que ça a été vraiment le premier à être reconnu, le premier tueur, si on peut dire, à être reconnu souffrant d'aliénation mentale, donc inapte à subir son procès. Ce qui nous ramène à Marianne Hood. Et ce qu'il est important aussi de souligner, c'est que en déclarant cette plaidoirie, la défense n'aura que 2 jours seulement, donc le samedi et le dimanche, les 17 et 18 avril, pour examiner l'accusé. Et puis, bon, déterminer si c'est fondé ou non ce plaidoyer-là. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que selon l'article 19 du Code criminel, la version de 1906, évidemment, pas celle d'aujourd'hui,
que c'est à la défense de faire la preuve que l'accusé souffre d'aliénation mentale. Donc, l'aliénation mentale n'est pas prise pour acquis, mais pas du tout. Ce n'est pas comme la présomption d'innocence. Ici, petite parenthèse, ça c'est une autre photo, il en existe très peu d'ailleurs de Marianne Hood, dont celle-ci à sa sortie ou à l'entrée du palais de justice de Québec, qui est de très mauvaise qualité d'ailleurs. Bon, la question maintenant, c'est de savoir, mes chers jurés, Marianne Hood est-elle folle? Ce sera à vous de répondre dans bientôt. Et petite parenthèse aussi, c'est que la folie, il faut faire peut-être la différence entre 3 catégories de folie. Celle qui est sociale, qu'on utilise souvent en disant, quelqu'un qui fait des pitreries, on dit, il est bien fou lui, mais c'est pas nécessairement de la folie. Il y a aussi le terme de folie médicale, les maladies mentales et tout ça. J'entrerai pas dans les détails, je ne suis pas psychiatre et ni spécialiste de la question. Et il y a évidemment la folie juridique. Et pour prouver la folie juridique, ce qui est assez différent aussi de la folie médicale, c'est que il faut prouver que l'accusé n'était pas consciente du bien et du mal au moment de commettre son crime, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, si toutefois c'est la folie, dans son cas, est-ce que cette folie expliquerait le mobile du crime? Parce qu'on n'a toujours aucun mobile à savoir pourquoi elle s'en prenait à Aurore ou pratiquement juste à elle. Alors, cela nous amène au premier témoignage de la défense, Dr Fortier, qui lui, par lui arrive aussi la nouvelle qu'on apprend que l'accusée est enceinte d'environ 6 mois, qu'elle souffre d'une néphrite parenchymateuse. Je m'explique. Il parle en fait d'une inflammation des reins ou des rognons, comme c'est le mot qui a été souvent utilisé au procès, les rognons. Bon, ça va avec l'époque, j'imagine. Puis pour dire ça, il se basait sur les analyses des urines. Il a aussi remarqué une anémie chez l'accusé. Et selon Hood, parce que, il tenait aussi ces informations de l'accusé elle-même, elle se levait souvent la nuit pour uriner. Ensuite, le docteur Marois est rappelé dans la boîte des témoins. Il fait les mêmes constatations que le docteur Fortier, mais ses interprétations sont très différentes. C'est très important de le souligner. Il a remarqué des traces d'albumine, mais aucune inflammation rénale. Donc, ça contredit déjà un peu la prétention de la défense. Lui aussi, il remarque qu'elle est anémique. Et il a constaté aussi un gonflement des membres qui pouvait évidemment s'expliquer par sa grossesse de 6 mois et non par une inflammation des reins. En sa présence lors des rencontres qui ont eu lieu au cours de la fin de semaine, elle s'est plainte de maux de tête et de maux aux reins. Et puis, mais lui, par contre, le docteur Marois refuse de faire un lien entre la miction nocturne et le trouble des rognons, disons-le comme ça. Ensuite, le docteur Arthur Vallée, c'est sur son rapport à lui que le docteur Fortier s'était basé pour faire son témoignage. Mais le docteur Vallée va contredire un peu celui qui l'avait interprété. Parce que tout ce qu'il peut conclure, c'est que il y avait des traces minimes d'albumine. Il ne confirme aucune inflammation des reins, contrairement au docteur Fortier. Et ensuite, on appelle un peu, ce n'est pas que seulement que le débat des experts, on appelle Télésphore Gagnon, qui va essayer de témoigner en faveur de sa femme. Parce qu'on pourrait, ça aussi c'est une question à laquelle on va revenir un peu plus tard, mais on aurait pu croire qu'il aurait fait une rupture totale avec sa femme en raison de la nouvelle de la mort d'Aurore et le choc soudain du crime, mais il semble que non. Bon, il le surprend d'abord dans un premier temps parce qu'il se rappelle même pas de la date de son mariage, alors qu'il s'en souvenait très bien 2-3 mois avant, lors de l'enquête du coroner. Selon lui, sa femme, quand elle est enceinte, elle n'est plus la même du tout, elle perd la tête. Sous quel rapport? Ça, c'est la question qui lui est posée par la couronne. Et puis lui, il répond sous le rapport de la malice. Donc,
comme on disait tantôt avec les termes de l'époque. Il dira aussi qu'elle est têtue et qu'on n'arrive pas à lui faire changer d'idée. Bon, tout ça. Qu'elle avait un caractère assez particulier. On l'interroge aussi pour essayer de déterminer si le père de l'accusé était alcoolique. Ça ne sera jamais vraiment établi clairement. Il y a une objection aussi justement, parce que là on tombe encore dans le oui-dire. Là. On parle d'un témoin qui est dans son dos finalement. Et puis, selon Télésphore, sa femme s'occupait aussi de la maison et des 12, pas des 12, mais des 25 animaux de ferme qu'il avait. Donc, la défense subtilement essaie de démontrer que Hood souffrait peut-être d'un surmenage et travaillait trop. Et, quand il est contre-interrogé, il apparaît que ce discours-là, le fait qu'elle avait un caractère changeant dans ses grossesses, tout ça, qu'il n'avait jamais tenu ce discours-là avant le procès. Donc, on se demande justement si ça n'a pas été inventé juste pour la défense de sa femme. Et puis justement aussi, on arrive à déterminer qu'il a vécu 2 ans avec elle avant le mariage. Donc, si elle avait été vraiment folle, c'est ce que le juge lui demande d'ailleurs, si elle avait été vraiment folle, il aurait eu 2 ans pour le constater, donc il ne l'aurait pas mariée, certainement. D'autant plus que sa femme était morte à l'asile de Beauport. Donc, il avait une certaine expérience en matière de folie, si on peut le dire comme ça. Anna Roux, elle vient témoigner sur le fait que, on essaie de faire une preuve de mauvaise réputation à la famille Hood, là, pour démontrer que c'était pas de sa faute et tout ça. Là, on commence à voir la stratégie un peu boiteuse de la défense. Il ressort du témoignage de Madame Roux que Ernestine, l'une des sœurs de l'accusé, battait aussi son fils, ou son beau-fils, là, plus précisément. Jane, une autre sœur de l'accusé, elle était méchante et faisait une vie de désordre. On donne pas le mot précisément, mais on parle par la bande de possibilités de prostitution. Ensuite, on appelle Trifley Hood, qui est le père de l'accusé, à 72 ans. Interrogé par la défense, il affirme que sa fille a souffert d'une méningite quand elle était jeune. Ce qui est cocasse, c'est que Trifley Hood, pour un homme qui a passé la plupart de sa vie dans le bois, comme draveur ou bûcheron, il se trompe à 3 reprises sur le mot. Au lieu de dire méningite, il appelle ça une herbagite, une névragite ou une ménagite. Ce qui a certainement, j'imagine, créé peut-être quelques fous rires dans l'audience, là, je sais pas. C'est pas inscrit dans les transcriptions. Et contre-interrogé par la couronne, parce que c'est un témoin de la défense. On comprend qu'évidemment, toute la question de méningite, ce n'est que du oui-dire, parce que au moment où le docteur serait venu pour donner son diagnostic à sa fille, lui, il était dans les chantiers, il était jamais à la maison, donc il ne l'a pas entendu du docteur en tant que tel, et de toute façon, le docteur ne viendra jamais témoigner non plus. Donc, la méningite, on oublie ça, elle ne sera jamais prouvée légalement. Ensuite, Willie Hood, qui est le frère de l'accusé, lui, il dit que sa sœur était violente lorsqu'elle était enceinte, donc encore la même théorie, si on veut. Mais par contre, contre-interrogé par la couronne, on apprend qu'il aurait vu sa sœur 3 ou 4 jours seulement pendant qu'elle était enceinte, ce qui est peut-être loin de déterminer ce qu'il avait affirmé était vrai ou pas. Puis lui aussi, comme Télésphore, c'est un discours qu'il tenait juste depuis le procès, là. Il n'avait jamais parlé de ça auparavant. Nous en arrivons maintenant au docteur Albert Prévost, qui est le témoin principal expert pour la défense. On va voir un peu, lui, il a interrogé l'accusé au cours de la fin de semaine durant 3 ou 4 heures seulement. Et il y a toute la chose entourant la question hypothétique là, concernant les sévices. La question hypothétique, en fait, c'est une façon de... les avocats ont tout énuméré les sévices qui avaient été dits depuis le début du procès.
Et après ça, il parlait seulement de la question hypothétique au lieu de répéter à chaque fois cette question qui était interminable. Bon, que j'ai retranscrite au total dans mon livre, là, mais bon, à chaque fois on parlait de la question hypothétique, ça allait plus vite comme ça. Bon, selon lui, avec cette question-là, l'accusé souffrait d'aliénation mentale. Lui, il appuie carrément la théorie de la folie. Bon, entre autres, il se base sur certains arguments que l'accusé lui aurait dit que la viande sentait l'anguille, puis qu'elle entendait des bruits, bon, qu'on parlait d'elle, tout ça, elle voyait des fantômes. Bon, ce sont ses arguments. Il n'a vu aussi aucun signe d'affection qu'elle avait pour ses enfants. Pour lui, bon, c'était une autre preuve de folie. Aucune émotion face à la possibilité de sa pendaison, donc elle était complètement indifférente à son cas, selon lui, encore une fois. Et puis, bon, le fait qu'elle battait Aurore de façon exagérée, c'était aussi pour lui un autre élément en cette faveur-là. Trouble du caractère, irritable, insomnie, anxiété, bon, tout ça. Et on en arrive à l'asymétrie faciale. Donc, je vous laisse juger de ça. L'asymétrie faciale, je pense que maintenant, à l'époque où nous en sommes, on sait que personne, ça n'a aucun lien avec la folie, là. Que personne a un visage complètement asymétrique d'un côté et de l'autre, mais pour lui, la symétrie faciale était une autre preuve d'aliénation mentale. Bon, le docteur Prévost fait aussi un lien avec les grossesses et l'état mental, évidemment. Et par la couronne, il l'admet pas nécessairement, le docteur Prévost, mais on lui fait dire entre les lignes que Marianne Hood ne lui a justement pas tout dit. Puis que son diagnostic, dans le fond, repose sur ce qu'elle lui a dit durant la rencontre. Bon, elle devait savoir aussi ce qu'elle faisait quand elle brûlait Aurore, quand elle l'attachait. Juste cette situation-là prouve aussi que elle n'était pas si folle que ça, comme on dit en bon québécois. Et bon, par la couronne, encore la symétrie faciale. La couronne arrive à démolir cette idée-là, là, que ça tient pas debout. On lui fait admettre d'ailleurs au docteur Prévost qu'elle était capable de raisonner. Pourquoi était-elle plus malade pour Aurore que pour les autres enfants? Ça, c'est une question qui, comme on pourrait dire aujourd'hui, la question qui tue. Bon, tout ça. Ensuite, le docteur Alcée Tétrault, qui est mon dos, on se demande pourquoi il est venu témoigner, parce qu'après le docteur Prévost, c'était lui le plus important là, pour la défense. Le docteur Tétrault sera d'ailleurs le dernier témoin de la défense. Il prend pour acquis que l'accusé a eu une méningite à l'âge de 12 ans. On a vu, bon, ce que ça valait un petit peu plus tôt. Le juge Pelletier lui rappelle justement que c'est du oui-dire, que ça compte pas du tout. Le docteur Tétrault persiste quand même, malgré ça, que l'accusé souffre d'aliénation mentale reliée à ses grossesses. Mais le reste du témoignage du docteur Tétrault n'a plus vraiment d'importance. Là. Il a été décousu, si on veut, là, en direct. La contre-preuve de la couronne, évidemment, elle a le droit aussi à une contre-preuve, étant donné que la défense est arrivée avec l'aliénation mentale de façon assez inattendue. Donc, on fait entendre d'autres témoins dont Marianne Smith, qui est une matrone à la prison de Québec. Bon, tous ces témoins-là viennent dire qu'ils n'ont rien remarqué de spécial là, pour appuyer la folie. On appelle même aussi le docteur Joseph Gosselin de la prison de Québec, que l'on voit sur la photo de droite, qui lui aussi n'a vraiment rien remarqué, alors qu'il l'a soigné pour une grosse grippe là, à l'époque de l'enquête préliminaire. On en arrive finalement, ou presque finalement, au docteur Brochu, qui, bon, lui sera le témoin expert vedette de la couronne. Autrement dit, c'était une sommité dans les maladies mentales à son époque. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était c'est pratiquement un duel entre lui et le docteur Prévost. Bon, le docteur Brochu reconnaît la symétrie faciale, donc oui, Marianne Hood souffrait, c'est pas une maladie, mais elle avait des signes d'asymétrie faciale, mais il refuse évidemment de lier ça à l'aliénation mentale.
La blessure au pied, la fameuse blessure au pied de 1919 qui avait été attribuée à un petit bédard, selon lui, ça prouve que Hood réalisait justement le mal qu'elle faisait. Donc, elle faisait la différence entre le bien et le mal parce qu'elle inventait une histoire pour se cacher derrière ça. Ensuite, elle avait l'intuition, selon lui, l'intuition criminelle de se débarrasser d'Aurore. Ça, c'était une évidence pour lui. Les brûlures aussi, il apporte ce point très important que le fait de brûler Aurore, c'est une preuve de préméditation. Parce que justement, elle devait savoir que des brûlures sur une enfant de 10 ans, des brûlures aussi graves, pouvaient justement causer sa mort. Donc, lui, l'intention criminelle est prouvée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour la Lessie, c'est la même chose. Pour lui, c'est une autre preuve de préméditation. Donc, si la première n'était pas suffisante, là, ça en fait deux. Donc, en l'empoisonnant avec du Lessie, elle devait savoir aussi que cela pouvait causer la mort. Donc, la préméditation, selon lui, donc, ce serait un meurtre. Mais c'est pas à lui à décider, évidemment, c'est à vous. Les plus grands sévices infligés au cours de l'hiver en l'absence du mari. Ça aussi, c'est une autre preuve, selon le docteur Brochu, qu'elle est capable de raisonner, donc elle n'est pas folle. Et évidemment, voilà, aucun signe d'aliénation mentale selon lui. La fameuse lettre, on va voir un petit peu les détails un peu plus tard, prouve, selon lui, la manipulation et l'intelligence de l'accusé. Nous allons voir pourquoi. Il n'a rien entendu dans le témoignage de Telesphore qui prouve que Hood souffre de folie. Mais pour lui, le témoignage de Telesphore n'a aucune importance. Quant aux hallucinations, lui, il les explique par le fait qu'elle elle est dans un environnement, évidemment, depuis le crime, elle est enfermée à la prison de Québec. Et les bruits qu'il y a dans la prison de Québec, les cris des autres prisonnières, tout ça, c'est lui en déduit que c'est simplement ça. Et il parle aussi de crimes graduels, parce que elle a fait mourir Aurore par affaiblissement, si on veut, c'était à petite dose. Il arrive à mettre des mots un peu sur des choses autour desquelles on tournait depuis le début du procès. Enfin, le procès se termine. On apprend par le fait même que la défense ne fait pas témoigner l'accusée elle-même. C'est son droit, évidemment. Et ce qu'il faut retenir de ça, parce que c'est vous qui êtes les jurés, c'est que le fait qu'un accusé ne témoigne pas à son propre procès ne doit pas servir d'argument. Vous pouvez pas vous en servir pour faire une allusion. Les procureurs non plus dans leur plaidoirie ne doivent pas faire allusion à ça parce que c'est tout simplement son droit. Donc on n'en parle pas. Il faut pas que ça laisse sous-entendre quoi que ce soit. Les plaidoiries, malheureusement, n'ont pas été conservées dans les archives. C'est une pratique apparemment, une habitude pour ces années-là parce que j'ai pu le vérifier dans d'autres dossiers judiciaires. Mais heureusement, par contre, nous avons les directives du juge Pelletier, qui l'a livré le 21 avril, le jour même, soit dit en passant, du 30e anniversaire de l'accusé. Marianne Hood avait 30 ans le jour des directives du juge et le jour même où elle allait apprendre son verdict. Donc, les directives du juge, ils font 89 pages. J'ai mis l'intégrale de ces 89 pages dans mon livre. Le fait qu'ils ne soient pas écrits à double interligne, tout ça, ils sont plus courtes paraissent plus courtes, moins de pages dans mon livre. Et c'est important, là, d'où l'importance d'avoir été vérifié le dossier à Ottawa, parce que c'est la seule place dans les archives qu'elles existent finalement, parce que dans les archives de Québec, elles ne sont pas là. Donc, je vous rappelle que le doute raisonnable doit bénéficier à l'accusé. Si vous avez encore un doute, ça doit bénéficier à Mme Hood, sauf que, évidemment, dans ce cas-ci, l'acquittement n'est plus possible. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir aussi, ce qui est très important dans notre système, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un mobile, de comprendre pourquoi elle a fait ça pour obtenir une condamnation. Parce que si je vous donne l'exemple d'un tueur en série, par exemple, qui tue 3 ou 4 victimes,
s'il faudrait savoir à chaque fois la profondeur de son mobile, le pourquoi du comment, de pourquoi il a fait ça, on s'en sortirait plus. Donc, il est coupable, ça se termine là. Donc, les directives du juge Pelletier. Je n'ai retenu que quelques passages, parce qu'évidemment, je ne vous raconterai pas les 89 pages en entier. Le juge explique souvent, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les directives, le juge explique souvent que lui, il est le maître du droit, donc c'est un peu le chef d'orchestre du procès, c'est lui qui dirige tout ça. Mais par contre, c'est le jury qui est maître des faits, donc c'est au jury vraiment de décider des faits, à savoir quel témoignage il croit ou ne croit pas, et de prendre la décision pour le verdict, en étant éclairé évidemment un peu par le juge et tout ce qui est dans le contexte. Mais dans ses directives, il rappelle certains faits assez importants, dont celui de 1913. Cette année-là, Gédéon Gagnon, qui était encore vivant d'ailleurs au moment du procès, il s'est donné de son vivant. Donc, Télésphore avait hérité de 3 terres, plus ses 25 têtes d'animaux qu'on a vu tout à l'heure, ce qui fait dire au juge que Télésphore était un cultivateur à l'aise financièrement, et ce qui lui fait demander exactement ou automatiquement pourquoi Aurore n'avait pas été mieux soigné, parce que selon lui, il avait justement les moyens de défrayer les soins appropriés, là. Et au moment de plaider la folie, bon, il fait remarquer aussi, chose importante, c'est que au moment de présenter sa stratégie, la défense venait pratiquement de dire que elle avait attendu d'entendre les témoignages des enfants pour se décider. Donc, ce qui lui laisse dire que jusqu'à la dernière minute, la défense espérait que les enfants encore ne disent rien et qu'ils restent accaparés ou prisonniers de la loi du silence, ce qui n'est pas arrivé. Donc, en plaidant la folie à la dernière minute, pour le juge Pelletier, c'était assez louche. Et bon, il se permet quelques commentaires personnels. J'ai déjà vu des directives de juges plus objectives que ça. Mais bon, c'est même cocasse à certains endroits. Du docteur Fortier, il retient que c'était un spectacle plutôt amusant, son témoignage. Il fait passer le docteur Prévost pour un prétentieux. Ensuite, il n'insiste pas longtemps par contre, mais c'est des petites allusions vraiment intelligentes et subtiles, ce qui ne passerait pas aujourd'hui, évidemment. Le docteur, quant au docteur Prévost, ben lui, il dit tout simplement « je n'en pense pas grand-chose », ce qui est assez explicite. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que oui, certains ont critiqué les directives du juge Pelletier, mais la défense avait le droit d'aller en appel, et ça ne sera pas le cas d'ailleurs. Elle n'ira jamais en appel, donc à quelque part, c'était à la défense de faire son travail ou pas, là. Bon, pour les mauvais traitements, lui, il croit pas à la théorie de la grossesse, parce que justement, il y a eu des mauvais traitements en dehors des grossesses de Marianne Hood, dont la fameuse plaie au pied de 1919. Et il fait ressortir un fait aussi qui est le premier à faire ressortir. C'est pour ça que c'est important de mettre publiquement dans mon livre les directives du juge. C'est que à la mort de Télésphore, selon le contrat de mariage, c'est Marianne Hood qui hérite de tout. Ça explique pas tout, évidemment. Ça explique pas le mobile à 100%. Mais ça fait dire au moins au juge que il y avait des bénéfices possibles et que cette cause-là n'était pas sans mobile complètement, là. Faut pas voir ça comme complètement gratuit. Il y avait probablement autre chose que nous ne saurons jamais. Donc, pour la méningite, aucune preuve, c'est clair dans sa tête. L'accusée était-elle folle lorsqu'elle faisait mettre Marie-Jeanne à la fenêtre pendant qu'Aurore était ligotée pour voir s'il venait quelqu'un? Ça, c'est le juge qui vous pose la question, voulant dire, est-ce que ça, c'est une preuve de folie ou pas? Donc, il fait aussi, enfin la lecture de la lettre de Hood. Je vous la lirai pas au complet ici, mais je l'ai mis dans mon livre. Mais l'extrait le plus marquant, c'est que elle écrit à la maison au moment qu'elle était en prison à Québec, dans l'attente de son enquête préliminaire, et elle dit
au père de Télésphore, « Vous lui direz, en parlant de Gérard, son petit gars, quand même le détective le questionnerait qu'il ne parle pas. » Donc c'est clair, elle conseillait à ses enfants de ne pas parler. La loi du silence était réelle, nous en avons la preuve entre les guillemets. Et bon, selon lui, évidemment, selon le juge, cette lettre prouve l'intelligence de l'accusé, c'est clair. Ensuite, le juge Pelletier déclare que s'il faut mettre à l'asile des gens qui sont capables d'écrire et de raisonner comme cela, il va falloir agrandir les asiles. Il promet aussi aux jurés de ne pas pendre une femme enceinte parce que ça pouvait évidemment jouer sur le verdict. C'est clair, la justice n'est pas barbare non plus. Et finalement, nous en arrivons au verdict possible qui, dans un premier temps, vous pouvez la déclarer coupable de meurtre, c'est-à-dire avec préméditation. Il faut qu'elle ait pensé, il faut qu'elle ait voulu avoir eu l'intention criminelle de tuer Aurore. Et ensuite, l'autre verdict possible, c'est l'homicide involontaire, ce qu'on appelle souvent la manslaughter. Donc, à ce moment-là, ce serait, si vous prenez cette décision-là, ça veut dire que elle n'aurait pas planifié la mort d'Aurore, ce serait presque accidentel, si je peux me permettre. Et finalement, le troisième verdict possible, c'est l'aliénation mentale. Parce que l'acquittement n'est plus possible. Les délibérations du jury. Et quel est donc votre verdict? Je ne vous laisserai pas beaucoup de temps, par exemple, pour délibérer. Mais dans les faits, le jury original, les 12 hommes se sont entendus à l'unanimité pour la déclarer coupable de meurtre. Donc, ils ont cru en la préméditation et n'ont pas cru en la folie. Et le juge fixe automatiquement à ce moment-là l'exécution de Marianne Hood au 1er octobre. Donc, elle se dirigeait vers une pendaison. Ensuite, c'est le procès de Télésphore qui, lui, se déroule devant J. Alfred Deasy, un juge de Trois-Rivières, d'ailleurs, que l'on voit ici. Et lui, Télésphore sera reconnu coupable d'homicide involontaire, contrairement à sa femme, donc on considère que son implication est à moins grave. Et on le transfère à la prison Saint-Vincent-de-Paul, dans la région de Montréal, le célèbre pénitencier. Mais Télésphore ne purgera que 5 ans seulement et va être libéré le 8 juillet 1925. Et je vous réserve un épilogue, parce que en principe, là, le procès, tout ce qui est judiciaire est terminé, mais l'épilogue, on va s'amuser un peu à voir qu'est-ce que certains personnages sont devenus, et pour d'autres situations aussi. Dans le dossier judiciaire, il y a beaucoup de choses, dont cette lettre, qui est la première, en tout cas, qui a survécu dans le dossier judiciaire, qui est en faveur de la commutation de peine pour Marianne Hood. C'est signé par une madame Broville de Brooklyn. Et bon, c'est ça, c'est tout un mouvement qui s'amorce à ce moment-là pour, pas pour la faire libérer, mais pour faire commuer sa sentence, parce que, bon, plusieurs personnes étaient déjà contre, c'est-à-dire pour l'abolition de la peine de mort à ce moment-là. Il y avait toujours eu des mouvements pour ça. Donc, c'est ça. Il y en a qui avaient quand même pitié d'elle. Et un autre point que j'ai pensé vous parler, c'est la première utilisation du mot marâtre. Je me suis amusé avec ça parce que le 12 septembre 1920, c'est une lettre aussi là, que j'ai trouvée dans le dossier judiciaire qui utilise le mot marâtre, comme on va le voir, là, j'ai des photos. Alors que publiquement, si on peut le dire comme ça, le mot marâtre apparaît le 15 janvier 1921 pour la première fois. C'est dans le cadre où on annonçait la pièce de théâtre. Puis dans l'annonce, vraiment, on disait ça comme ça. C'est l'histoire d'une enfant torturée par sa belle-mère, une marâtre. Et puis, bon, dans la photo qu'on a ici, c'est un extrait de la première lettre du 12 septembre 1920. Et on voit ici, bon, 7 marâtres qui étaient assez clair dans la lettre. Et cette lettre était signée anonymement par un groupe de Québécoises. Ensuite, on sait très bien que Marianne Hood n'a pas été pendue. Donc,
Sa sentence a été commuée finalement le 30 septembre 1920. Bon, elle évite la corde, évidemment. Elle s'en sauve de ce côté-là. Le 13 janvier 1921, elle est transférée à pénitencier de Kingston en Ontario. Elle devient la prisonnière H600, c'est son code de prisonnière. Et le 3 février 1921, c'est la mort de la jumelle Jeanne d'Arc à la crèche Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Ça, c'est les jumeaux dont elle avait accouché le 8 juillet 1920. Donc, la première n'a pas vécu longtemps, comme on peut le voir, là, quelques mois à peine. Et la petite est inhumée au cimetière Belmont de Québec, anciennement Sainte-Foy. Ici, c'est la photo que j'ai prise dans le cimetière Saint-Charles de Québec. C'est le monument réservé au juge Pelletier, qui lui est décédé le 8 février 1921, donc dans la même époque, là. Et puis nous voyons ici la plaque là, qui lui a été dédiée. Ensuite, janvier 1922, on trouve dans le dossier judiciaire une lettre écrite par ce qu'on croit être les fils de Marianne Hood. Donc, ils écrivent à leur mère pour des bagatelles, là, des choses sans importance. Et enfin, on en arrive à le 16 avril 1923. C'est la première lettre de Marianne Hood qui commence une longue lamentation. Elle écrit surtout au ministère de la Justice pour sa libération. Et ce n'est que des plaintes pratiquement interminables. Ça revient souvent au même. Là, ça ici, c'est une lettre. Elle écrivait aussi en français et en anglais. Donc ici, celle-là est en anglais. Comme on voit, on peut... ça nous donne une idée de sa main d'écriture. Et ce que je voulais vous montrer, c'est sa signature. C'est comme ça qu'elle signait, Marianne Hood, pour les curieux de détails. Et cela nous porte le 28 avril 1923. C'est la surprise. On trouve une lettre de Marie-Jeanne qui écrit à Marianne Hood. Avec ce qui s'est passé durant le procès, on aurait pu croire que justement la jeune Marie-Jeanne était en froid avec Marianne Hood, mais non. Et en plus, elle l'appelle bien-aimée maman. Je l'ai mis entre guillemets. Donc, mais c'est la seule lettre. On ne sait pas s'il y a eu d'autres lettres et que le dossier ne l'a pas conservé, ou si c'est réellement la seule fois qu'elle lui a écrite, là, mais bon, on n'en sait pas plus. Le 7 septembre 1927, c'est la mort de l'autre jumeau qu'elle avait eu en prison en 1920. Donc, lui s'appelait Roch-Jean, et il s'éteint à Sainte-Anne à l'hospice de Sainte-Anne de la Baie-Saint-Paul. Il était apparemment, elle le dit elle-même, elle utilise le mot idiot dans une de ses lettres. Mais on peut croire qu'il était peut-être, je sais pas, trisomique ou arriéré, peu importe. Le 13 septembre 1930, c'est une lettre de Marianne Hood. Cette fois, elle écrit, c'est la première fois, puis la seule fois, en tout cas selon les lettres qui ont été conservées, où elle parle d'Aurore. Mais voici le terme dans lesquels elle parle d'Aurore exactement. Elle dit « Si l'enfant qui a été tué par ma main pouvait parler, vous dirait que j'ai pris plus soin d'elle que d'aucun autre de nos enfants. » Tout ce que je vous fais remarquer là, c'est que non, la seule fois où elle parle d'Aurore, elle ne la nomme pas, et ensuite, elle la fait parler à sa place et en sa faveur. Donc, je vous laisse avec ça. Et autre phrase que j'ai voulu tirer, c'est qu'elle était quand même consciente de l'image publique qu'elle avait maintenant, donc une image pas très très glorieuse, on peut dire, parce qu'elle écrit « Le cœur des hommes sera à jamais fermé à mes supplications ». C'était peut-être même une prémonition, parce que je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Quelle fut la relation de couple des Gagnon après 1920? On s'est posé la question tout à l'heure, à savoir si on continuait s'il y a eu vraiment une rupture ou non. C'est là qu'on découvre qu'en mai 1933, Télesphore écrit à Marianne Hood. Et selon la lettre, il dit au début qu'il n'a pas de nouvelles et il ne sait même pas en fait si elle est encore vivante. Donc,
On présume que depuis plusieurs années, il n'a aucune nouvelle d'elle. Est-ce qu'il a changé d'idée tout à coup et bon, s'est rappelé les bons moments avec elle? Je sais pas. Mais dans le film de 51, par exemple, à la fin du procès, on voit cette scène, c'est une rupture totale, là, parce qu'on peut pas, les auteurs du film ou de la pièce de théâtre avant ne pouvaient pas s'imaginer qu'un homme, même s'il avait été naïf, pouvait continuer à entretenir une certaine relation avec une femme comme elle. Mais l'histoire, le dossier judiciaire va nous dire autre chose. C'est que dans la lettre de Télésphore, il dit ceci. C'est bien ennui que d'être seul dans une maison avec une besogne, pas de femme dans la maison. Il me semble que je te vois arriver à la maison. Donc, il a encore, je pense, un petit intérêt. Et si vous n'êtes pas convaincu, c'est autre extrait. Il lui écrit en disant « Je prie bien fort pour que tu reviennes me servir encore une fois. La vie est pénible. Je te quitte en t'embrassant bien fort en attendant le baiser de sur tes petites lèvres pâles. Je suis ton époux qui ne t'oublie pas. » Donc, vous pouvez le qualifier de dépendant affectif si vous voulez, mais c'est assez révélateur, je pense. Les derniers jours de la marâtre, dont la seule photo qu'on a ici d'elle, ce que Télésphore savait pas, c'est qu'au moment qu'il lui écrivait, en 1933, quelques temps avant, elle avait subi une ablation des 2 seins pour un cancer qui lui avait été diagnostiqué pendant son incarcération. Et bon, de fil en aiguille, sa santé est allée mieux pendant un bout de temps. Et ensuite, ça s'est dégradé à nouveau. Donc, le 29 juin 1935, son état de santé est considéré comme critique. Ce qui fait en sorte qu'elle est libérée, parce que là, on a pitié d'elle à quelque part, puis on sait de toute façon qu'elle ne survivra pas. Et ce qui est le cas, le 12 mai 1936, à l'âge de 46 ans, Marianne Hood décède à Montréal. Gérard Gagnon, lui, est décédé le 13 décembre 1967, à l'âge de 59 ans. Mais quant au petit Georges Gagnon, lui, malheureusement, mes recherches m'ont pas permis de le retracer. Et pour notre fameux et brillant Télésphore, lui, il a attendu la mort de Marianne pour se remarier en 1938. Et il meurt à son tour à Fortierville, lui, en 1961. Sa pierre tombale est ici, justement à l'arrière de l'église de Fortierville, non loin de celle d'Aurore d'ailleurs. Ensuite, Marie-Jeanne, ça c'est une photo peut-être pas de très bonne qualité, mais c'est Marie-Jeanne, la sœur d'Aurore, plusieurs années après. Elle est décédée en 86 à Shawinigan. Selon certains, elle aurait utilisé un autre nom pour éviter de parler du dossier impliquant sa sœur. Ça, c'est son mari qu'elle a épousé, un dénommé Saint-Martin. Et en 2015, j'ai retrouvé leur pierre tombale dans un cimetière de Shawinigan que l'on voit ici. Et voilà, elle a épousé, lui, son mari est mort en 2003. Maintenant, on va conclure sur les auteurs qui nous ont permis de rendre immortelle cette histoire-là, finalement, en commençant par la pièce de théâtre qui a été lancée à Montréal en janvier 1921. Les auteurs sont Léon Petitjean et Henri Rollin, 2 personnages sur lesquels on a très peu d'informations. Comme je disais au début, il y a eu 6000 représentations sur une période d'à peu près 30 ans, donc la version de la pièce a eu le temps d'inculquer à la mémoire collective certaines faussetés, certaines idées, si on peut dire. Dans la pièce, on mettait en scène le procès, donc ce qui est important parce que la plupart des autres auteurs l'ont pas fait, mais bon, il y a plusieurs témoins qui ont été escamotés, donc on respecte pas du tout la procédure. On raconte le procès, mais c'est finalement n'importe quoi. Les échanges aussi entre avocats et témoins sont invraisemblables. Le curé est appelé à la barre dans la boîte des témoins, ce qui n'a jamais été le cas.
Ensuite, on assiste à une dispute aussi, comme on vient de le voir, là, entre les époux Gagnon, pour créer une rupture. L'utilisation du mot marâtre par la défense, qui est complètement ridicule, parce qu'un avocat de la défense, normalement, ne cherchera pas à dégrader son propre client. C'est un petit peu... à moins qu'il ait voulu la faire passer pour comme telle. Mais bon, on a vu que ça n'a pas aidé la cause du tout. De toute façon, le mot marâtre, dans toutes les transcriptions du procès, n'a jamais été utilisé, donc c'est complètement en dehors du procès. Les directives du juge aussi dans la pièce sont complètement invraisemblables. Et la morale de pacotille, ce qu'on se servait là, vraiment dans la publicité pour annoncer la pièce, c'est qu'on disait que c'est une leçon donnée aux veufs qui se remarient et qui donnent à leurs enfants une marâtre qui les maltraite. Voilà. Et comme conclusion, ben, les auteurs, c'est clair qu'ils n'ont pas lu le dossier judiciaire. Ensuite, on en arrive, là j'en passe plusieurs romans, tout ça, là, mais je vais parler des plus marquants. Aurore, l'enfant martyr, en 1951, le film de Jean-Yves Bigras, il a été tourné en 1951, mais il n'a pas sorti tout de suite parce que Télésphore débarque dans le décor tout soudainement avec certains de ses enfants on ne sait pas par contre lesquels, mais lui, il essaie de bloquer la sortie du film. Il s'ensuit un petit procès rapide au civil, mais il perd sa cause et le film finit par sortir en 52. Et bon, c'est la folie furieuse, là. Le film était très médiocre. La personne qui va me dire que c'est un chef-d'œuvre, je lui souhaite bonne chance. Mais malgré cette médiocrité, c'est un succès. Parce qu'on raconte qu'il y aurait eu 750 000 spectateurs en salle seulement, plus les reprises qui ont été faites à la télévision par la suite. Et maintenant, si vous êtes curieux, que vous ne l'ayez pas vu ou que vous voulez le revoir, il est disponible en entier sur YouTube. Encore dans le film, les petites erreurs qu'il faut relever, parce que bon, il y en a plusieurs, là, mais relevons les principales, c'est que dans le film, on fait mourir Marianne Caron à la maison, ce qui est totalement faux. Elle est morte à l'asile de Beauport. Mais par contre, elle a été enterrée à Fortierville par la suite. Le mobile, on se sent obligé, les auteurs se sentaient obligés probablement de trouver un mobile. Évidemment, vu que Marianne Caron est morte à la maison, le mobile, selon eux, c'est Aurore a vu Aude carrément tuer sa mère là, en l'empoisonnant par des potions, je sais pas quoi. Là. Mais ce serait le mobile. Bon, ça tient pas debout, comme on l'a vu avec le procès. On a escamoté, évidemment, le personnage de Marie-Jeanne et des autres enfants. Donc, dans la maison, il y a Marie-Jeanne, il y a Aurore, et il y a le petit Maurice, qui est un personnage, un petit garçon fictif, là, parce qu'il n'y a pas eu de Maurice dans l'histoire. Et on voit à un moment donné aussi qu'Aurore se confie au curé, là, qu'elle est battue, tout ça. Mais aucune preuve de ça, évidemment. On en vient au roman de André Mathieu, en 90, qui lui prétendait écrire la vraie histoire, rien de moins. Lui, selon lui, il considère la méningite comme un fait établi. Je vous laisse en juger, on a vu le procès ensemble. Selon lui, Aude était folle, évidemment. Il critique l'issue du procès sans l'avoir lu. Je vous laisse aussi en juger. Et bon, il fait de nombreuses erreurs, comme la couleur des cheveux d'Aurore, l'identité de l'institutrice, alors qu'elle était, c'était clair dans le dossier judiciaire qu'elle est inscrite. Là, on voit très très bien son nom. Lui aussi fait l'erreur que Marianne Caron, c'est-à-dire la mère d'Aurore, est morte à la maison. Que le curé Massé savait tout et aurait dû souffrir lui aussi parce qu'il n'a rien dit. Ça, c'est sa prétention. Etc., etc. Ensuite, au milieu des années 90, on a eu la série télévisée Les Grands Procès, qui reconstituait les grands procès qui ont marqué le Québec. Comme on a vu vite, c'était animé principalement par Pierre Nadeau à l'époque. Et dans un épisode de 45 minutes, on a consacré cet épisode à l'affaire Aurore Gagnon, au procès. Mais dans ce procès-là, dans cet épisode-là, on nous prouve évidemment qu'on n'a pas encore lu le dossier judiciaire parce qu'on fait des grossières erreurs, comme par exemple d'appeler le juge de paix Aurélien Mayotte, alors qu'il s'appelait Auréus avec un O et non pas comme on le voit ici.
Et on lui fait parler pendant son témoignage de la plainte du 9 février, ce qui est complètement faux parce que, comme on l'a vu, une objection de la défense a empêché de déposer cette plainte en preuve. Ensuite, on voit Exilda qui se fait carrément accuser par un des avocats de n'avoir rien fait, ce qui est carrément faux. Georges aussi est identifié comme le frère propre d'Aurore, ce qui est complètement faux. C'était le fils de Marianne Hood qu'elle avait eu avec Napoléon Gagnon. Et les auteurs, bon, évidemment, n'ont pas lu le dossier. C'est une dramatisation. On nous laisse entendre que c'est de la reconstitution, mais le vrai terme qu'on aurait dû utiliser, c'est dramatisation. Donc, fiction. Ensuite, le film Aurore en 2005 de Luc Dionne, lui se basait sur le roman de Mathieu. Et le mobile, selon son film, c'est Aurore, bon, c'est un petit peu plus loufoque peut-être, mais ou plus subtil, je sais pas trop comment le dire, mais Aurore ressemblait à sa mère, donc ça a développé une jalousie chez Marianne Hood. Puis ensuite, on entend aussi le personnage de Hood dire que Aurore aurait été conçue dans la luxure. Bon, voilà. Et on voit aussi une scène où Aurore tente carrément de se suicider devant un train à vapeur, ce qui est carrément de la fiction. Une autre scène aussi fictive qui implique Exilda Lemay, qui est jouée par Francine Ruel, que je trouve excellente d'ailleurs dans le film, mais une scène qui est fictive de toute façon. En passant près de la maison, elle entend crier, elle veut intervenir, son mari l'empêche, en tout cas, et blablabla. Ça aussi, encore une fois, aucune preuve de ça dans le dossier judiciaire. Et pourtant, elle a témoigné, elle aurait pu en parler si ça aurait été vrai. Et dans le DVD, surtout dans le DVD supplément, si je peux dire, on laisse entendre que Marianne Hood aurait pu être une tueuse en série, parce que là, on relève qu'elle aurait pu tuer d'autres de ses enfants, puis bon... mais encore là, on n'a aucune preuve. J'ai fait ressortir l'enquête de coroner d'un des enfants et c'était une cause d'étouffement accidentel ou naturel, donc il n'y a aucune preuve pour appuyer ça. Et l'unique photo ici qu'on voit là d'Aurore, la plus petite enfant de gauche, ce serait évidemment la seule photo d'Aurore, et la femme qui est derrière elle serait sa mère naturelle, Marianne Caron. Malheureusement, c'est ça, on manque de photos. Dans certains dossiers, on en a beaucoup, dans d'autres, pas du tout. Et la dernière question qui m'amène à la popularisation du fait judiciaire. Est-ce que le curé Massé, qu'on voit ici, s'est vraiment suicidé? Dans un premier temps, selon Mathieu, la mort du curé Massé, c'était un accident. Mais par contre, selon le film de 2005, c'était un suicide. Parce qu'on laissait entendre que, il y avait des remords et il se serait suicidé pour ne pas avoir défendu Aurore, cette jeune paroissienne. Et puis, au cours de l'été 2015, alors que je terminais de travailler sur mon manuscrit à l'époque, j'ai eu la surprise d'entendre sur les ondes de Radio-Canada, la radio de Radio-Canada, un historien de la région qui prétendait lui aussi au suicide. Alors je me suis posé la question suivante: de toutes ces personnes, est-ce qu'on a au moins consulté l'enquête de coroner? Et la question c'était non. Alors la voici. Ça c'est l'explosion dans le film de 2005. Et selon l'enquête du coroner, parce que toute mort suspecte, évidemment, a laissé une trace dans nos archives avec des interventions des coroners. Le 27 août 1923, évidemment, oui, le curé Massé est décédé dans l'explosion de dynamite, mais c'était un accident. Parce qu'il faisait des travaux des souchages, des souchements, ou pour faire fendre de la pierre et tout ça, en tout cas. Et puis, il a eu le crâne défoncé et la poitrine ouverte. Donc, la mort a été instantanée et très violente. Arthur Massé, son frère, a témoigné à l'enquête du coroner. On le voit, là, selon le papier. Et que l'on voit d'ailleurs ici. Et, on voit à la droite, un petit peu, pas tout à fait en haut, là, Ferdinand Massé, là,
C'est question de son cadavre. Et puis, si vous remarquez un peu à gauche, aux 3/4 en haut, on retrouve aussi le nom de Aureus Mayotte, là, qui a signé dans les témoins de l'enquête du coroner. Donc, ce papier prouve que c'est un accident et non pas un suicide. La question de la mort du curé est donc close. En conclusion, là, on arrive vraiment à la fin. Je voudrais pas non plus donner l'impression de taper sur la tête de tout ce qui a été culturel autour d'Aurore, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans ça. Dans les avantages, c'est l'utilité de la culture, c'est que elle a permis de perpétuer la mémoire du dossier. On en a fait, comme on a vu, des films, des romans, tout ça, donc ça a entretenu la mémoire d'Aurore, qu'il ne faut surtout pas oublier, malgré le fait que, bon, des fois l'actualité nous amène devant la triste réalité qu'il y a encore des enfants qui sont maltraités, malheureusement. Et il y en aura probablement longtemps encore. Et le fait culturel a probablement aussi, ce que je vois comme avantage, c'est que ça a conquis un public plus vaste qu'en temps normal, parce que dans le fond, Aurore, c'est une histoire de meurtre. Je dirais pas toute simple, mais c'est une histoire de meurtre. C'est un fait judiciaire, comme il y en a plusieurs. Mais Aurore a su aller chercher peut-être un public plus large qu'en temps normal, que seulement ceux qui sont intéressés au crime, à la criminalité, au judiciaire et tout ça. Mais n'empêche que si Aurore vous a intéressé, il y a tellement d'autres histoires intéressantes du crime et du judiciaire au Québec. Et laissez-moi vous dire que là-dessus, on n'a rien à envier aux Américains, ni aux autres pays. Le crime se ressemble un peu partout et est assez répandu. Dans les inconvénients, c'est que malheureusement, le fait que, comme on l'a vu, plusieurs n'ont pas lu le dossier judiciaire, durant longtemps, pratiquement un siècle, on a induit le public en erreur. Puis ça laisse un peu aussi, ça fausse la mémoire collective et ça nous laisse avec des idées des fois un peu préconçues qui sont plus difficiles après à démolir, malheureusement, parce que c'est imprégné. Même moi qui ai lu le dossier judiciaire et que je me fais beaucoup plus défenseur du dossier judiciaire, parfois je reste un peu avec certaines images du film de 1951 qui a été très marquant. Donc, veut pas, ça nous influence et parfois c'est malheureux parce que c'est la vérité historique qui en paie le prix. Et en conclusion, on termine vraiment là-dessus, c'est l'importance de revenir à la source. Je pense que avec l'aventure qu'on a vécue ensemble, que vous l'avez compris, et cette source-là, ce sont les archives. Et nous avons la chance d'avoir quand même un très bon système d'archives au Québec et au Canada aussi. Ne vous gênez surtout pas pour consulter des archives, même les archives criminelles, c'est public. Donc, je veux pas, j'ai pas été payé par personne, mais je vous parle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ Québec. C'est payé par nos taxes, par nos fonds. Donc souvent, la plupart des consultations, c'est gratuit. Les gens qui travaillent là sont là pour vous servir. Donc, n'hésitez pas. C'est une richesse qui dort trop profondément, à mon avis, dans des voûtes et tout ça. Donc, il faut les faire, les réactiver et les remettre au goût du jour. Et il y a aussi Bibliothèque et Archives du Canada pour les fonds, principalement, je me fais défenseur du fonds des condamnés à mort, qui est à Ottawa. Et donc, étant donné que Marianne Hood a été condamnée à mort sans être exécutée, mais et son dossier se retrouve à Ottawa aussi. Et je vous invite, si vous avez aimé votre expérience, je tiens un blog qui s'appelle Historiquement Logique, complètement gratuit sur Internet, alors je vous invite à venir le consulter. Et mon livre, évidemment, dans lequel vous aurez beaucoup plus de détails. Je raconte le procès en entier de Marianne Hood. Alors, merci d'avoir été attentif. Au plaisir d'une prochaine peut-être.